Un jour de 1991, un adolescent s'inquiète de ne pas voir sa famille rentrer des courses. La police est prévenue et après de longues recherches, le véhicule familial est finalement retrouvé. Mais qu'est-il arrivé à la famille de Bruce? Une longue et pénible enquête démarre, enquête au cours de laquelle de nombreuses rumeurs vont voir le jour, disparition volontaire, fuite ou exécution parce que la famille serait liée à la drogue, acte d'une secte satanique, tout y passe. Mais personne n'est prêt pour l'horreur de ce qui va finalement être découvert. Générique. Pour être plus précis, la famille Brennheiser est en fait la famille Brennheiser-Berenson. Elle est composée de Rick Brennheiser et son fils Bruce, 15 ans, la nouvelle compagne de Rick, Ruth Berenson, qui a elle-même 2 filles d'une précédente union, Mindy, 7 ans, et Heidi, 10 ans. Et enfin, la petite dernière, Crystal, 5 ans, née de l'union entre Rick et Ruth. La famille recomposée vit une vie très modeste dans un mobil-home installé à Sterling Township, un minuscule patelin aux alentours de Cushing, dans le Wisconsin. Le mercredi 24 avril 1991, le bureau du shérif du comté de Polk reçoit un appel de Alice Anderson, la mère de Bruce. Elle leur indique que, d'après son fils, Rick, Ruth, Mindy, Heidi et Crystal ont disparu. 2 jours auparavant, le lundi 22 avril 1991, toute la famille est partie avec leur break Oldsmobile Station Wagon pour aller dans un magasin de bricolage à Fridley, dans la banlieue de Minneapolis. Bruce, son fils, est resté à la maison et le soir venu, son père, sa belle-mère et ses 3 demi-sœurs ne sont pas rentrés. Il l'a appelé le lendemain matin avant de partir à l'école pour le lui faire savoir et tout au long de la journée du 23, elle a essayé d'appeler son ex, mais n'a jamais obtenu aucune réponse. Le soir du 23, ils ne sont toujours pas rentrés, raison pour laquelle elle contacte maintenant les autorités. Dans un premier temps, le bureau du shérif envoie des détectives au domicile de la famille pour parler avec Bruce. Ce dernier leur explique qu'à la base, son père voulait qu'ils viennent avec eux, mais il avait refusé parce qu'il avait trop de devoirs à faire. Le ton était alors un petit peu monté entre Bruce et son père, mais finalement, il avait été décidé qu'ils iraient sans lui. Ils étaient alors montés dans le break familial et avaient pris la route pour se rendre au Menards de Fridley, à environ 70 km de là. Et ils ne sont jamais revenus. Une enquête pleine de rebondissements démarre. Dans un premier temps, comme bien souvent, les moyens classiques sont mis en œuvre. Équipe de recherche sol, hélicoptère, équipe cynophile. Les abords en particulier de la route entre le mobil-home de la famille et le magasin Fridley sont passés au crible. Mais aucune trace d'eux, nulle part. Le véhicule est rapidement inscrit dans une base de données nationale afin que n'importe quel officier de police du pays reçoive une notification en cas de contrôle. Il est d'abord envisagé qu'ils aient pu juste vouloir tout simplement tout plaquer et partir, mais cette hypothèse semble rapidement assez improbable. En parallèle, les enquêteurs, qui interrogent tous les proches, amis, familles et collègues du couple, apprennent que Rick a la réputation d'être un travailleur acharné. Son activité principale, c'est d'installer des clôtures au profit d'une ferme de dindes de la région, principalement, mais il travaille également à son compte en parallèle. Et il peut arriver qu'il se rende sur un chantier avec sa famille. Les détectives se demandent alors s'il a pu s'arrêter sur le chemin, à l'aller ou même au retour, pour voir un client, mais là encore, cette piste ne donne rien de très concluant. Il est en revanche découvert que Rick a pour habitude de vendre divers objets dans un marché aux puces de la région, et l'organisateur des puces révèle que l'homme avait réservé un emplacement pour le 27 avril et payé d'avance, mais il ne s'est jamais présenté, chose qui n'était jamais arrivée de par le passé. Néanmoins, d'après tous les témoignages recueillis auprès des proches, il semble vraiment improbable qu'il s'agisse encore une fois d'une disparition volontaire. Dès lors, la seule explication plausible serait qu'il leur soit arrivé quelque chose sur la route pour aller au Menards ou sur le chemin du retour. Le 27 avril, le magasin est contacté afin de savoir s'ils ont enregistré la moindre transaction au nom de Rick Brennheiser. Le gérant promet de faire la recherche et de recontacter les enquêteurs au plus vite. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent de rechercher activement le véhicule familial, une Oldsmobile Station Wagon modèle 1980 de couleur marron. Le 3 mai, les enquêteurs reçoivent la réponse du gérant du Menards : non,
Aucune transaction au nom de Rick Brennheiser ou même de Ruth Berenson n'a été effectuée ce 22 avril. La piste criminelle commence dès lors à être privilégiée. Et la presse, qui commence à avoir vent de la disparition, commence à se passionner pour cette affaire. Comment une famille de 5 personnes peut-elle s'évaporer comme ça dans la nature, laissant derrière elle un adolescent de 15 ans ? Eh bien, un début de réponse va être apporté à cette question quelques jours plus tard, quand un pêcheur fait une macabre découverte. Nous sommes le 11 mai 1991 quand un habitant de la région part pêcher la truite. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, sur le petit sentier qui mène à la rivière, il tombe sur une voiture complètement carbonisée. Ne l'ayant jamais vue auparavant, il décide d'appeler le bureau du shérif du comté de Polk. Le FBI est également alerté. Sur place, les détectives réalisent rapidement que l'épave semble être le même modèle que celui du véhicule de la famille Brennheiser, malgré l'absence de plaque d'immatriculation. Même si a priori il ne reste pas grand-chose parce que absolument tout a brûlé, des pneus au siège, plusieurs observations sont faites. D'abord, il semblerait que le véhicule n'ait pas été volé, ou en tout cas que la personne qui l'a conduit à cet endroit ait utilisé la clé. Ensuite, 2 traces sont identifiées sur la carcasse, une trace de sang sur le pare-choc arrière, qui semble avoir survécu à l'incendie, et une trace de chaussure sur la portière gauche qui a été faite après l'incendie. Ce qui signifie donc que quelqu'un a soit mis un coup de pied ou a refermé la porte avec le pied après coup. Et rapidement aussi, il est déterminé qu'il s'agit certainement d'un incendie criminel parce que dans le coffre, il est retrouvé un bidon d'essence. Également dans le coffre, une pelle ainsi que des rayures qui peuvent laisser à penser que la pelle a été utilisée pour ramasser quelque chose à l'arrière du break, une fois encore, après que le véhicule est brûlé. Mais la découverte la plus perturbante, ce n'est ni la pelle, ni le bidon d'essence, ni même la trace de sang, ce sont plusieurs centaines de fragments d'os présents dans le coffre du véhicule carbonisé. Les enquêteurs n'en sont pas certains, mais il leur semble, à première vue, qu'il pourrait s'agir d'ossements humains. Pour en avoir le cœur net, ils font appel à un anthropologue expérimenté de l'université du Wisconsin. Ce dernier arrive et, après une première analyse sommaire, conclut qu'il semble effectivement s'agir de fragments d'os humains. Et il ajoute qu'à première vue, ils ont affaire à des ossements de 2 adultes et au moins 2 jeunes enfants. Mais pour autant, même s'il semble probable qu'il s'agisse de Rick, Ruth et les filles, leur identité reste à confirmer, et pour ça, il va falloir un petit peu de temps. Et comme à l'époque les analyses ADN sont moins répandues et surtout moins précises qu'elles ne le sont aujourd'hui, les meilleures chances d'identification sont par le biais des empreintes dentaires. Un long travail démarre alors afin d'identifier parmi les ossements des fragments de dents à envoyer à un odontologiste. En parallèle, l'agent spécial du FBI, détaché sur place, réalise qu'aucun ossement ne semble se trouver sur aucun des 2 sièges à l'avant du véhicule. Il semblerait donc que quelqu'un ait conduit le véhicule à cet emplacement et d'une manière ou d'une autre, ait mis les victimes dans le coffre avant de mettre le feu au véhicule. D'une disparition mystérieuse, l'affaire devient un probable homicide. Les recherches se poursuivent et le nombre total de victimes est confirmé. Il s'agit bien de 2 adultes et 3 enfants, ce qui semble donc bien correspondre à la famille disparue. Mais il reste à obtenir une identification formelle. Pour ce faire, l'expert médico-légal spécialisé en dentition est chargé de comparer les radios dentaires de la famille aux 97 fragments de dents finalement retrouvés à l'arrière du véhicule. Il arrive rapidement à trouver des correspondances et est en mesure de dire que parmi les victimes figurent pour sûr Rick et Ruth. En revanche, il ne parvient pas à identifier formellement Crystal, Mindy ou Heidi, mais il est en mesure de dire qu'il s'agit de 3 enfants du même âge. L'expert fait une autre terrible découverte. Dans l'une des dents de Rick, il trouve des traces de plomb. Or, d'après l'homme, lors des soins de Carrie à l'époque, ce matériau n'était pas utilisé. Il en conclut donc que Rick s'est fait tirer dans l'arrière de la tête et que des fragments du projectile ont terminé leur course dans cette dent. Ces trouvailles permettent donc aux enquêteurs de maintenant avoir la certitude que les victimes sont bel et bien Rick Brennheiser, Ruth Berenson, Mindy, Heidi et Crystal, et que Rick a pris une balle dans la tête. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à découvrir ce qui leur est arrivé exactement. L'enquête continue. Mais avant qu'elle ne continue cette enquête, et j'ai une requête. Près de la moitié d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. Bon, en soi, c'est pas dramatique, je vous en veux pas. Enfin, pas trop, quoi.
Mais j'ai un objectif qui, même s'il semble un petit peu difficile à atteindre, me ferait vraiment extrêmement plaisir. J'aimerais beaucoup que la chaîne puisse atteindre les 100 000 abonnés avant la fin d'année. Donc je compte sur vous pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci d'avance et retour à l'enquête. Le meurtre de cette famille bouleverse tous les habitants de la région. D'autant plus que la région a un taux de criminalité extrêmement faible et la plupart du temps, il s'agit simplement de vols ou autres vraiment petits larcins. Les meurtres sont extrêmement rares, alors le meurtre de 5 membres d'une même famille, qui plus est dans ces horribles circonstances. Mais surtout, les gens du coin sont extrêmement tristes pour Bruce, ce jeune garçon de 15 ans qui doit faire face seul ou presque à cette tragédie. Mais contre toute attente, le jeune garçon semble réussir à surmonter cette épreuve admirablement bien. Et d'ailleurs, lorsque les services sociaux offrent leur assistance à Alice, la mère de l'adolescent, elle leur répond qu'il va très bien et qu'il n'en a pas besoin. Comme toujours dans ce genre d'enquête, les proches sont passés à la moulinette par les détectives, à commencer par Bruce, qui est auditionné à de nombreuses reprises. Le jeune garçon obtempère volontiers et semble d'ailleurs faire tout son possible pour aider les détectives à avancer dans leur enquête. Au cours d'une des auditions d'ailleurs, il se souvient que la veille du jour de la disparition, un homme est venu frapper à la porte alors qu'il était seul à la maison. Il a ouvert, l'homme a alors demandé après Rick parce que ce dernier lui devait de l'argent, a-t-il dit. Bruce a expliqué qu'il était seul à la maison, l'homme a donc tourné les talons et il est parti. C'est le lendemain que sa famille est partie pour ne jamais revenir, et le lendemain de la disparition, en rentrant de l'école, Bruce a eu la nette impression que le mobil-home avait été visité, probablement à la recherche d'argent ou d'objets de valeur. Mais la famille étant plus que modeste, le visiteur n'aurait, semble-t-il, rien trouvé et serait reparti bredouille. Voilà un élément intéressant. En même temps que l'enquête suit son cours, les rumeurs commencent à se propager. Se pourrait-il que Rick, qui n'avait pas beaucoup d'argent, se soit tourné vers les mauvaises personnes et en ait payé le prix fort ? Ou encore qu'il ait décidé de verser dans l'illégalité pour arrondir les fins de mois et là aussi fait face à des personnes qu'il ne vaut mieux pas contrarier ? L'enquête du background financier de Rick ne donne rien qui puisse permettre d'étayer cette thèse. Ni ses relevés de compte, ni les dires de ses proches, rien du tout. Cette théorie ne débouche sur rien. En revanche, peu de temps après la découverte du véhicule, des graffitis ont été découverts sur une loge maçonnique dans le village de Sainte-Croix Falls. Les graffitis semblent être à caractère satanique et plus précisément semblent répondre à un culte satanique. Dès la découverte du véhicule, la presse avait déjà suggéré la possibilité folle que la famille aurait pu être sacrifiée à l'occasion d'un tel culte, surtout du fait de l'utilisation du feu. Mais lorsque les graffitis sont découverts, cette théorie un petit peu loufoque à la base commence à devenir de plus en plus crédible et les rumeurs vont bon train. Y a-t-il une secte satanique dans la région qui s'adonne à ce genre d'atrocité ? Le 16 mai 1991, à l'occasion d'une audition, les enquêteurs apprennent par un des amis de Bruce que ce dernier a acheté de la marijuana à une personne qui pourrait justement avoir un lien avec de telles pratiques. Et selon ce témoin, il se pourrait que Bruce devait de l'argent à cette personne. Mais après vérification, les dires de ce témoin ne peuvent pas être corroborés. Les détectives continuent d'interroger le plus de personnes possible et alors qu'ils questionnent Katie, une amie de Bruce, elle leur révèle que Bruce et Jesse, son demi-frère, qui ont à peu près le même âge et sont très proches, agissent assez bizarrement depuis la découverte du véhicule. Elle dit aux enquêteurs qu'elle a l'impression que, d'une certaine manière, les deux en savent plus sur le meurtre que ce qu'ils veulent bien dire. Son impression est confirmée par la déclaration d'un autre ami de Bruce, qui leur explique que depuis le jour de la disparition de son père, sa belle-mère et ses demi-sœurs, Bruce agit bizarrement. Alors que sa famille était simplement déclarée disparue, il avait commencé à se débarrasser de pièces de monnaie de collection ayant appartenu à son père en les utilisant dans une salle d'arcade du coin. Et il donnait des appareils hi-fi gratuitement à ses amis, télévision, radio, tout en se vantant de posséder maintenant 3 véhicules. Un petit peu comme s'il savait d'une certaine manière que sa famille ne reviendrait jamais. Ce même ami suggère alors aux enquêteurs d'aller parler avec Jesse, le demi-frère de Bruce, parce que, d'après lui, les deux n'avaient pour ainsi dire aucun secret l'un pour l'autre. Donc s'il y a bien une personne qui peut expliquer ce comportement, outre Bruce lui-même bien sûr, c'est Jesse. Les enquêteurs lui rendent donc visite. Ils sonnent à la porte de la maison où vivent Alice, la mère de Bruce, Roddy Anderson, son nouveau compagnon, et Jesse Anderson, le fils de ce dernier. Jesse et Ronnie ouvrent la porte. Les détectives demandent alors au jeune homme s'il sait ce qu'il s'est passé,
et Jesse leur donne quasiment la même version que celle donnée par Bruce. Rick, Ruth et les filles sont partis en voiture à destination du Menards et ne sont jamais revenus. Mais lorsque les deux enquêteurs commencent à poser des questions un petit peu plus précises, un petit peu plus pointues sur les possibles raisons des meurtres, Jesse commence à être de plus en plus mal à l'aise. Son père s'en rend compte et demande aux enquêteurs de parler seul à seul avec son fils. Les deux retournent dans la maison et reviennent au bout d'un quart d'heure avec une proposition inattendue. Son fils veut un avocat et après quoi, il leur avouera tout. Le 18 mai 1991, Jesse est reçu au poste de police de Amery avec son avocat et son père. Et il commence sa confession. Il explique que Bruce avait à plusieurs reprises rapporté détester son père, qui selon lui faisait preuve de violence, autant physique que psychologique. Bruce semblait par exemple être régulièrement victime de la part de son père d'insultes à caractère homophobe. En plus de ça, le jeune adolescent semblait avoir un réel ras-le-bol de ses conditions de vie dans ce mobil-home trop petit depuis que sa belle-mère avait emménagé avec eux. D'autant plus qu'il n'y avait apparemment pas ni eau courante ni électricité, la famille ne pouvant pas vraiment se le permettre. Sans parler de l'état déplorable, proche d'un dépotoir, dans lequel se trouvait l'endroit. Et le 21 avril, avait dit Jesse, Bruce lui a dit qu'il allait tuer toute sa famille. Il ne l'avait bien sûr pas pris au sérieux. Le lendemain, 22 avril 1991, Jesse et Bruce sont allés à l'école comme d'habitude, mais le soir, Bruce lui a téléphoné. Et au téléphone, d'une voix excitée, il lui a dit « Je l'ai fait, je les ai tous tués » avant de se lancer dans des explications détaillées. Bruce affirme avoir attaché les mains de Mindy et Heidi avant de les conduire derrière, à l'extérieur du mobil-home. Là, armé de son fusil, il les a ensuite fait s'agenouiller et leur a tiré une balle dans la tête chacune. Après quoi, il est retourné à l'intérieur, s'est posté à la fenêtre de sa chambre et a patiemment attendu que son père rentre. Le break marron est arrivé, Rick, Ruth et Crystal en sont descendus. Lorsque Rick a aperçu Bruce armé de son fusil à la fenêtre de la chambre, il lui a demandé ce qu'il faisait. Bruce, en guise de réponse, s'est contenté de tirer à 2 reprises sur son père, qui s'est écroulé au sol. Puis l'adolescent est sorti de sa chambre et a vu Ruth en train d'essayer de composer le 911 sur le téléphone du mobil-home. Il a mis fin à la tentative en sectionnant le fil. Puis, sous la menace de son fusil, il a contraint Ruth à se diriger vers l'extérieur et une fois dehors, alors qu'elle a essayé de prendre la fuite, il lui a tiré une balle dans la tête. Il est ensuite retourné dans le mobil-home et a trouvé la petite Crystal, 5 ans, devant la porte arrière du mobil-home. Figée, l'enfant regardait le corps sans vie de ses 2 sœurs. Bruce l'a alors conduite à l'extérieur, avant de l'exécuter froidement elle aussi. Et après avoir fini son histoire, continue Jesse, Bruce lui a demandé de l'aide pour nettoyer la scène de crime. Bruce lui a dit qu'il fallait se débarrasser des corps et que pour ce faire, il comptait utiliser le break familial. Jesse l'a alors aidé à mettre les corps dans le coffre, puis à dissimuler les traces de sang sur la terre avec une pelle. Ensuite, quand Bruce a expliqué qu'ils allaient conduire le véhicule dans la forêt et y mettre le feu, Jesse a commencé par refuser. Puis il a finalement accepté, mais uniquement s'il faisait le trajet dans un autre véhicule. Hors de question d'être enfermé avec 5 cadavres dans la même voiture. Ils se sont donc rendus avec 2 voitures différentes sur le petit sentier forestier, ont aspergé la voiture d'essence, et Bruce a mis le feu à un papier qu'il a jeté dans l'habitacle. Après quoi, ils sont simplement partis, et Bruce s'est débarrassé du fusil dans un étang voisin. Lorsqu'ils se sont vus le lendemain matin, Jesse a dit à son demi-frère qu'il n'avait pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Bruce a alors calmement répondu que lui avait dormi comme un loir, parce que pour une fois, il n'y avait pas eu de bruit dans la maison. Puis, selon Jesse, les 2 garçons sont retournés au véhicule environ 2 semaines plus tard, aux alentours du 8 mai, pour s'assurer que les corps avaient complètement brûlé. Ils ont pu constater que oui, mais que plusieurs os étaient toujours entiers, dont un crâne qui appartenait vraisemblablement à l'une des fillettes. Bruce les a alors ramassés à l'aide de la pelle, raison pour laquelle il y avait les fameuses rayures dans le coffre, les a mis dans un sac bleu. Ils se sont rendus au domicile de Jesse, ont enterré les plaques d'immatriculation à propos du hangar rouge derrière la maison, et le sac contenant les ossements sous un foyer utilisé pour, entre autres, brûler le compost. Les enquêteurs trouvent le témoignage du jeune garçon très cohérent, d'autant plus qu'il leur a donné des détails sur la scène du crime qui n'étaient pas connus des médias du tout. Ils décident donc d'obtenir un mandat de perquisition afin d'aller fouiller le domicile d'Alice, où vit maintenant Bruce, et vérifier les différents endroits indiqués. Bruce est sur place lors de la perquisition. L'agent du FBI trouve entre autres un journal tenu par Bruce dans lequel
toute sa haine pour son père est écrite noir sur blanc. La perquisition terminée, les éléments sont suffisants pour les enquêteurs. Bruce est alors interpellé et conduit au bureau du shérif. L'adolescent est très calme, le visage froid et fermé. La communauté, qui, il n'y a pas si longtemps, éprouvait de la compassion pour ce garçon qui avait perdu toute sa famille dans des conditions si tragiques, est sous le choc. Comment un gamin de 15 ans peut-il avoir commis de telles atrocités? Jesse, en échange de sa pleine collaboration pour retrouver les différents indices, et en particulier l'arme du crime, s'est vu offrir l'immunité. D'autant plus qu'il n'a pas participé directement dans la commission des meurtres à proprement parler. Il a accepté l'offre. Grâce à ces indications précises, dès le lendemain, les plaques d'immatriculation ainsi que le sac contenant certains des ossements ont été retrouvés. Puis les enquêteurs ont sondé l'étang avec un détecteur de métal et ont retrouvé un fusil avec des initiales gravées, celles de Rick Brenizer. Suite aux aveux de Jesse, l'extérieur du mobil-home avait été lui aussi recherché et l'agent du FBI avait trouvé une cartouche utilisée plantée dans le sol et à proximité un fragment de dent ayant appartenu à Rick. Après analyse balistique, il est confirmé que l'arme ayant tiré cette balle est bien celle retrouvée dans l'étang. Et enfin, les ossements retrouvés dans le sac bleu ont eux aussi été analysés et il a été confirmé que ce sont bel et bien les ossements de la famille. Lors de son procès, Bruce Brenizer plaide coupable des meurtres de Rick, son père, et de Ruth, et il invoque la folie pour le meurtre des 3 fillettes. Il est condamné à 2 peines de prison à perpétuité, avec isolement en unité psychiatrique, dont il est sorti en 2013 pour être incarcéré dans un pénitencier classique. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un site. Il semblerait que Bruce, maintenant âgé de 47 ans, soit à la recherche de l'amour. Par correspondance, pour le moment, mais en janvier 2023, il est éligible à la libération sur parole. Mesdames, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux ou même directement à vos amis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire et d'ici là, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres, fantômes ou autres créatures imaginaires. Salut!